notre programme qui va commencer la troisième demi-heure. Mais le temps d'accueillir une dame, Nadège Yougen, qui est restée très focus sur ce que les internautes disent. Elle va venir nous retrouver ici pour relayer quelques-unes de ces questions et vous allez répondre tout naturellement. Je connais votre galanterie. Le temps d'une respiration et Nadège s'installe. Retour donc sur ce plateau, Nadège Yougen est déjà bien installé. Les internautes ont beaucoup écrit. Ceux qui sont connectés peuvent apprécier justement. On va prendre quelques-uns de ces messages. Nadège, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Nous recevons le président Cabral Libi. Bonsoir honorable et bienvenue chez vous. Bonsoir Nadège. Comment vous allez? Merci. Par la grâce de Dieu, je tiens debout. Alors, prêt à apprécier les questions proposées par les internautes? Comme je dis toujours, quand on me pose des questions, ce qui me dépasse, je dis que ça m'a dépassé. D'accord. Là où je peux répondre, je réponds. D'accord, honorable. Il se dit que vous signez sur un parti qui ne vous appartient pas, le PCRN. Non, les partis politiques, au regard de la Constitution et de la loi qui régit les partis politiques qui date de 1990, sont des associations. C'est des associations, mais de type particulier. Est-ce que vous connaissez, madame, une association sur la planète Terre qui appartient à quelqu'un? Qui dit que c'est ma chose. Qui dit que c'est ma chose. Même l'association des vendeurs de soya, de Bobogo, n'appartient pas à quelqu'un. Non. C'est un groupe. Les partis sont toujours créés de façon collégiale. Toujours. Prenez n'importe quel document constitutif d'une association. C'est la loi qui le dit. Et je crois que la loi l'a dit à dessein. Les partis ne sont pas unipersonnels. Mais il y a des organisations qui sont légalement unipersonnelles. Par exemple, si vous lisez la loi de 2006 sur les ONG, les organisations non gouvernementales, vous découvrirez qu'il y a des organisations non gouvernementales dans la loi camerounaise qui sont unipersonnelles. C'est-à-dire que vous êtes un individu seul au monde, vous créez votre ONG, et vous pouvez donc en ce moment prétendre qu'elle vous appartient. Mais pour le moment, la loi camerounaise n'a pas prévu de parti politique unipersonnel. Et pour le cas spécifique du PCRN, ils ont été 3 à créer le parti et ils se sont repartis les compétences au sein. Et vous avez d'ailleurs suivi, je crois en son temps, l'ex-secrétaire général qui lui a d'ailleurs toujours revendiqué la paternité de l'idée de créer ce parti politique. Et lui, et d'ailleurs personne d'autre, parmi les pères fondateurs, n'a contesté cela. Et lui, il est de notre côté. Donc j'ai envie de dire que si on a le père de l'idée, non, si on réfléchissait de façon patrimoniale comme cela, non, non, absolument pas. Je suis devenu le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale à l'issue d'un congrès qui a eu lieu le 11 mai 2019 à Guidigis, et les résolutions de ce congrès ont été transmises par voie d'huissier au ministre de l'administration territoriale dès le lendemain, c'est-à-dire le 12 mai 2019, et il a pris le temps nécessaire de vérifier la régularité de ce qu'on lui avait envoyé. C'est pour cela qu'il n'a pris acte officiellement que le 29 août 2019, donc pratiquement 3 mois plus tard. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Le jour où il a signé ce papier, je parle du ministre de l'administration territoriale, il a convoqué la presse.
Et vous pouvez retrouver toutes ces archives. Et dans ces reportages qui ont été faits par la presse ce jour-là, c'est le propos qu'il tenait. Il disait, nous avons fait toutes les vérifications. Nous nous sommes rendus compte que le congrès s'est bien passé et que M. Liby est bel et bien le président du PCRN. C'est pour cela que nous lui donnons le papier devant témoin. D'accord. D'ailleurs, à l'époque, certains de mes contempteurs avaient dit, mais pourquoi à lui, on lui donne ce type de papier devant témoin quand on vous a toujours dit que c'est un proche du pouvoir, en voilà la preuve. D'accord. Pourquoi le parti Les Citoyens n'a jamais été légalisé par le MINAT? Nous n'avons à ce jour aucune information que nous puissions vous donner à ce propos. Lorsque nous, au lendemain de l'élection présidentielle où nous avons été investis par le parti Univers et que la collaboration avec ce parti avait pris fin, nous avons créé le 8 mars 2019, effectivement, un parti politique qui s'appelle Les Citoyens. Nous avons déposé les documents de ce parti au ministère de l'administration territoriale. Nous avons fait plusieurs relances. La dernière, d'ailleurs, date d'il y a quelques mois seulement. Donc, nous ne désespérons pas. Nous ne désespérons pas parce qu'à un moment, il nous avait été demandé d'aller compléter le dossier, ce qui nous avait étonné parce que le dossier, nous l'avions déposé par voie d'huissier. Et nous étions étonnés. Et lorsque nous y sommes allés, en fait, je me souviens ce jour-là au service des partis politiques, il nous a été répondu qu'en fait, il ne fallait pas compléter de pièces. On voulait juste connaître physiquement les responsables de ce parti. Et bon, du coup, la vérification était faite. Donc, nous ne désespérons pas. Ce parti est toujours dans les tiroirs du ministère de l'administration territoriale et nous avons bon espoir qu'il finira par en sortir. Honorable, qu'est devenu le parti OMP créé par vos partenaires avec votre accord, légalisé par le MINAT? Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Alors, le parti OMP n'a pas été créé avec notre accord. Le parti OMP a été créé par des camarades, d'autres camarades de 11 millions de citoyens. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. 11 millions de citoyens n'étaient pas un parti politique. Et au moment où nous avons viré complètement en politique, certains camarades, eux, ayant vu qu'on n'avait pas réussi à créer un parti politique, ils ont fait un choix que d'aucuns pourraient même trouver peut-être a posteriori aujourd'hui de lumineux, parce qu'ils ont dit, ah, nous on préfère créer un parti politique, et voilà. On ne sait jamais. Voilà. Donc on peut donc prétendre aujourd'hui qu'on a des camarades de 11 millions de citoyens qui ont un parti politique qui s'appelle effectivement OMP. Le pouvoir en place a-t-il peur de l'opposition? Ça, madame, je ne saurais vraiment vous le dire. Je crois que vous recevez de temps en temps dans ce studio des pontes du pouvoir. Posez-leur la question. En ce qui me concerne, moi, Cabral Livi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, madame, je suis conscient, dès mon entrée en politique en 2017-2018, de l'ampleur de la tâche. J'y suis entré sans grande prétention parce que je voyais le mastodonte du pouvoir qui était en face de nous. Et je me suis dit, il faut que, avec mes camarades, nous nous donnions les moyens de construire une pierre sur une autre, de traverser une étape après une autre. Nous nous sommes fixés, nous nous sommes donné une feuille de route. Travailler au maillage territorial, ce à quoi nous nous sommes consacrés depuis lors. Sensibiliser les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vous vous rappelez qu'on était moqués dans cette campagne au début. Dieu merci, aujourd'hui tout le monde nous a rejoints, tant mieux. Et puis, nous sommes allés aux premières élections locales de 2020 avec les fortunes et les infortunes qui ont été les nôtres. Nous en sommes sortis à 210 conseillers municipaux et 5 députés à l'Assemblée nationale. Et depuis ce temps, nous continuons à travailler, C'est pour cela que vous pouvez me voir un lundi à Garoua, la semaine qui suit à Mora, après à Mokolo, après à Mbam, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, ça ne me vaut pas que des amitiés dans ma propre circonscription parce que mes électeurs qui ont fait de moi député dans Réunion et Kélé, alors que je leur avais dit que sachez très bien qu'en me votant, vous êtes en train de faire un don de moi, de votre fils à toute la communauté nationale. Donc, mais parfois certains estiment quand même que oui, mais je suis assez éloigné de ma propre circonscription. Mais comme c'était le cas récemment, je leur demande pardon pour ces absences. Vous n'êtes pas que député, vous êtes un président national d'un parti politique qui a des ambitions présidentielles. Il faut le préciser. Alors, vous venez de dire et je vous le dis d'expérience, madame, Jean-Jacques, s'il vous plaît, honnêtement, le parcours d'un homme politique qui veut conquérir le pouvoir, parce que il y a des gens qui disent, mais qui ne posent pas des actes qui suivent. Mais lorsque vous êtes déterminé à gagner les cœurs des Camerounais,
vous découvrez très vite qu'il y a une exigence primordiale. Celle, de connaître le Cameroun. Parce que je trouve aventureux ceux qui prétendent diriger un pays qu'ils ne connaissent pas. 2, vous faire connaître des Camerounais. C'est une autre exigence primordiale. Et pour cela, ils veulent vous voir de près. Et chez eux. Parce que pour beaucoup de Camerounais, et je crois que c'est une des clés peut-être de la sympathie que je reçois des masses populaires, c'est que ça touche les Camerounais de voir quelqu'un qui veut les diriger venir les trouver chez eux et toucher du doigt les réalités quotidiennes qui sont les siennes. Et je crois que c'est important. Je n'avais pas prévu ça comme ça au début, mais ça s'avère déterminant dans la conquête du pouvoir. Alors, lorsque vous lisez la dernière lettre des évêques du Cameroun, ils ont fait un peu une sorte de portrait robot du candidat, du bon candidat ou du bon président. Ils parlent justement de cet aspect-là, quelqu'un qui est en mesure de faire le tour du Cameroun, d'aller à la rencontre des Camerounais au moins une ou deux fois. Dieu merci, j'ai envie de dire. C'est écrit dans les 10 critères. Vous avez eu la possibilité de parcourir ces 10 critères? Oui, j'ai lu tout le document de toute façon. Alors, il y en a qui disent que leur problème, c'est quoi? Que viennent-ils chercher les évêques dans cette affaire? Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle à l'approche de la présidentielle. Il y a eu des premières sorties qui ont été critiquées par ceux qui sont au pouvoir, qui estiment que les évêques sont hors jeu. Dans ce cadre-là, vous pensez qu'ils ont un mot à dire? Ben bien sûr. Je trouve que c'est un faux procès. D'abord, les évêques n'ont même pas dit de voter un tel ou de ne pas voter pour un tel. Non. Les évêques ont fait... Il y a des critères qui peuvent... Oui, mais les évêques ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Même en 2018, et ils le rappellent d'ailleurs dans la lettre que vous évoquez, ils avaient publié une lettre analogue. Donc ils s'adressent à leurs croyants. D'abord, l'Église s'adresse d'abord aux croyants catholiques, et puis les termes sont clairs, elle s'adresse aussi aux autres religieux, et même à ceux qui n'appartiennent à aucune Église. Commandement, oui, mais lorsque vous lisez... La loi a défini ce qu'il faut pour être candidat, et ils viennent en rajouter pratiquement. Mais écoutez, souvent l'Église est invitée partout, non? Oui. Lorsqu'il y a de grandes manifestations officielles, l'Église est souvent invitée. Lorsque les catastrophes arrivent, l'Église est souvent invitée pour invoquer l'Éternel, pour notre pays. Lorsque l'Église prie pour la paix, lorsque l'Église démultiplie des initiatives de prière pour la paix, personne ne s'en plaint. Lorsque les imams se réunissent pour prier pour la paix, personne ne s'en plaint. Ça, c'est une chose. Lorsque ces églises jouent le rôle de régulation de paix, personne ne s'en plaint. Parce que, au regard du marasme... Est-ce que là, ils ne sont pas allés un peu trop loin? L'Église est totalement... Lorsque l'Église, que ce soit l'Église catholique, que ce soit les confessions pentecôtistes, baptistes, ou les églises de réveil, comme on dit, ou les confessions musulmanes, lorsque les ministres du culte, lorsque les organisations religieuses servent de refuge à tous ces Camerounais désemparés par le quotidien, qui sont dans le désarroi et le marasme que leur impose la malgouvernance, et qu'ils les accueillent, et qu'ils leur redonnent espoir, et qu'ils les connectent à la volonté de Dieu. Mais là, personne ne s'en plaint. Mais lorsqu'ils font une analyse objective, lorsqu'ils interpellent les citoyens camerounais à s'inscrire, parce que moi j'ai bien aimé, il y a 38 paragraphes dans ce texte, mais je crois que c'est le 24e, où ils disent, non c'est vers la fin, le 33e je crois, où ils disent aux citoyens, nous ne vous demandons pas seulement de déposer un bulletin de vote dans une urne, nous vous demandons de vous engager. Alors, moi je rends grâce à Dieu parce que nous sommes en convergence sur ce coup. Il y a quelque temps, nous, au PCRN, nous avons lancé une opération « La foi, la voix ». La foi, la voix. C'est une opération que nous avons lancée et nous sommes allés à la rencontre des religieux de confession musulmane, pentecôtistes, catholiques, et les protestantes, presbytériennes et autres. Et nous leur avons dit quelque chose de très simple. Nous leur avons dit, vous êtes présents dans tous les villages du Cameroun. Et l'un des enjeux de l'élection, et c'est revenu à maintes reprises dans le document que vous évoquez, c'est la transparence électorale. Et la transparence électorale ne peut être établie que par la présence dans les bureaux de vote de gens qui craignent Dieu, de gens sérieux, qui eux ne se laisseront pas corrompre dans les bureaux de vote, qui veilleront, étant dans les bureaux de vote, à la régularité du processus, et donneront simplement après les PV sortis du bureau de vote. Et nous, on a fait la proposition aux organisations religieuses au Cameroun de fournir à tous les candidats à l'élection présidentielle, pas à un seul, donc il ne faut pas faire de préférence, à tous les candidats, s'il y en a 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, de donner à chaque candidat, parce qu'à l'élection présidentielle, seuls les candidats sont en mesure
de désigner des représentants dans chaque bureau de vote. Mais comme elles, les organisations religieuses, sont implantées dans tous les villages du Cameroun, elles sont en mesure de fournir aux candidats à l'élection présidentielle leurs croyants, leurs fidèles choisis, triés sur le volet, dont ils sont sûrs de la probité morale, les donner à ces candidats afin que ces fidèles-là se contentent de veiller à la régularité et à la légalité du processus. Et après, ils donnent les besoin d'en donner aux candidats alors qu'il leur est permis d'avoir des observateurs. Non. Et là, je vous parle d'expérience. Il y a une très grande différence entre l'observateur lors du vote et le représentant. Oui. Il n'y a pas d'observateur qui passe de leurs croyants, maintenant des partisans. Non. Des aides à la transparence. Des aides à la transparence. Des acteurs de transparence. C'est tout. Ils en donneront aussi au pouvoir. Aux candidats du pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, j'étais en train de vous expliquer la nuance qu'il y a de l'observation parce que je vois souvent beaucoup de gens faire la confusion entre l'observateur, le scrutateur et le représentant. L'observateur, c'est quelqu'un qui se fait accréditer par le ministère de l'administration territoriale pour observer. Observer, comme le nom l'indique. C'est-à-dire que le jour du vote, s'il est à Yaoundé, il fait le tour de Yaoundé, il arrive devant un bureau de vote, il observe ce qui se passe, il continue sa route, il arrive devant un autre, il observe. Le scrutateur, c'est quelqu'un qui est choisi par le président du bureau de vote, parmi les gens qu'il y a autour d'un bureau de vote, pour l'aider à faire le travail, en l'occurrence généralement au dépouillement. Mais le représentant du candidat, c'est la personne que le candidat mandate formellement comme son représentant dans un bureau de vote du début à la fin, et qui a qualité à signer le PV. Qui signe le PV, et le ramène, et ramène son exemplaire à lui vers son candidat. Et c'est ce que nous nous demandons. Parce que moi, je vais le dire en toute humilité, M. Jean-Jacques Zé, l'un des problèmes, l'un des ventres mous des élections, en tout cas pour l'opposition, c'est la capacité à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote du Cameroun. Et si les organisations religieuses aident, y compris le parti au pouvoir, parce que contrairement à ce que vous pouvez passer, et je vous parle d'expérience, il y a plein de bureaux de vote à l'élection présidentielle qui ne sont pas couverts par les représentants formellement désignés du parti au pouvoir. Lui, il va juste avec l'avantage supposé ou préjugé du choix des bureaux de vote, des présidents des bureaux de vote et des autres fonctionnaires qui sont mêlés à l'élection. D'accord. Honorable, si vous êtes élu président de la République, comment comptez-vous gérer la crise du Nozo et lutter contre les discours de haine sur la toile? Les discours de haine, je commence par là, madame, j'ai même envie de dire, disons, c'est simplement la rigueur. C'est une chose avec laquelle il ne faut pas jouer les discours de haine. Le Cameroun est une chance. Dieu nous a aimés abondamment, je le dis toujours. Nous sommes un pays de diversité. Partout dans le monde, la diversité est même un levier de puissance. C'est un levier de développement. Mais s'il n'y a pas un travail d'intégration nationale, cette chance peut devenir une malchance à cause de ceux qui vont manipuler, monter les uns contre les autres. C'est pour cela, madame, qu'il faut qu'on se connaisse. C'est pour ça que dans cet ouvrage, nous parlons de la puissance de l'apprentissage des langues à l'école, de la culture. Mais en termes simples, est-ce que vous savez, madame, que nous n'avons aucune matière à l'école intitulée « Connaissance des groupes sociologiques du Cameroun ». Vous êtes d'où, dites-moi? Je suis camerounaise. Non, mais d'où? Je sais que vous êtes camerounaise, mais d'où? De l'Ouest Cameroun. Vous êtes quoi? Bafang? Bamileke. Non, Bamileke, oui, c'est la communauté, mais vous êtes quoi? Baham. Baham. Vous êtes Baham. Vous êtes? Moi, je suis Maka. Maka, et moi, je suis Bassa. Madame, je suis dans le regret de vous dire que je ne sais pas grand-chose des Baham. Je suis dans le regret, monsieur Zé, de vous dire que je ne sais pas grand-chose des Maka. Moi, je sais que vous direz qu'on est sorcier. Parce qu'il y a des représentations péjorées qui sont répandues au Cameroun. Les Bassa sont sorciers, les Douala sont vantards, les Bamileke sont calculateurs, les Bétis seraient soulards, ainsi de suite, les étones en particulier auraient quelques minutes de démence et tout ça. Ça, c'est des choses
On en rit, je vous vois esquisser un sourire. Oui. Mais parfois, malheureusement, il y a un excellent ouvrage qui a été écrit par le professeur Paul Abouna sur cette question. Malheureusement, souvent, nous construisons une perception réelle et effective des gens par rapport à cette stigmatisation. Par rapport à ces stigmatisations qui sont totalement fausses. Mais parce que la nature a horreur du vide, madame. Parce qu'on n'a au Cameroun aucun dispositif qui nous apprend à nous connaître. Pourtant, l'intégration nationale, c'est se connaître. Monsieur Jean-Jacques Zé, comment on s'intègre? Quand on dit quelqu'un a voyagé dans un pays étranger, il veut s'intégrer. S'intégrer, c'est quoi? C'est apprendre à vivre comme on vit là où tu es allé. C'est ça, s'intégrer, non? Et vice-versa. L'intégration nationale, c'est que nous apprenons mutuellement à vivre ensemble. Donc, je dois savoir quand même un minimum des Makas. Mais la vérité, c'est que parfois, le Maka lui-même ne se connaît pas. Mais c'est la trame de fond du fédéralisme communautaire. Pourtant, Dieu nous ayant créé un pays de diversité, nous voulons que chaque région du Cameroun, ce que nous appelons les régions communautaires autonomes, deviennent non plus seulement une circonscription administrative, mais une circonscription de notre identité, à partir de laquelle on va penser le développement, l'économie, tout ce que vous voulez. Ça pourrait donc lutter contre les discours de haine et favoriser le vivre ensemble. Il faut éduquer les gens, il faut une politique d'intégration nationale et il faut sanctionner, mais sans la moindre réserve, tout début de discours de haine. Maintenant, sur la crise anglophone, très rapidement, c'est la guerre. Tous les conflits du monde se terminent par des accords de paix. C'est sans exception. Je vous mets au défi de me trouver un conflit armé qui a été soldé en dehors d'un accord de paix. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on monte ou qu'on descende, pour parler prosaïquement, on devra donner un terme à cette crise en se parlant. Parce que les accords ne soutiennent ceux qui sont que lorsqu'on se parle. Ceux qui sont au pouvoir ont interrogé les interlocuteurs, les belligérants, c'est qui pour arriver à se parler? Bon, eux, ils ne le connaissent pas. Le jour où moi, par la volonté des Camerounais, j'arrive au pouvoir, je vous dirai qui est belligérant et vous me verrez parler avec eux. C'est pas évident ce que je dis, monsieur Jean-Jacques Zé. C'est même très difficile parce que quand on le dit comme ça, ça a l'air facile. Je rappelle qu'il y a des tueries. Faire parler des gens qui se sont tirés dessus. Demander aux descendants d'une femme qui a été égorgée, par exemple, d'échanger, de causer, de dialoguer avec celui qui l'a égorgé. Suivez les documentaires sur le Rwanda, vous verrez que c'est un long processus. Parce qu'il faut laisser le temps aux plaies de cicatriser. Et parfois, le temps ne suffit même pas. Donc, mais qu'on le veuille ou pas, on doit finir par là. Ça, c'est par ça qu'il faut commencer. Maintenant, il y a donc des solutions de long terme, il y a des solutions de moyen terme. Sur le moyen terme, et même sur le court terme, madame, c'est la décentralisation aboutie, ce que nous appelons la décentralisation aboutie. Il faut autonomiser. Nous, dans cet ouvrage, nous faisons la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Nous disons l'indépendance divise, l'autonomie responsabilise. Lorsqu'on vous autonomise, on vous responsabilise. Si on met en place les régions communautaires autonomes dont nous parlons, on n'aura plus de clivage francophone-anglophone. Parce que, voyez-vous, la communauté Sawa, par exemple, elle partirait bien du Vouri, en prenant une partie de la Sanaga maritime, traverserait le Fako et irait jusque dans le Ndiang, par exemple. Descendrait même à Kribi avec les Batanga, pour ne prendre que cet exemple. Mais le jour où vous avez la région Sawa, par exemple, vous aurez des francophones et des anglophones. D'ailleurs, cette question, madame, linguistique, dans cet ouvrage, nous disons comment la régler. Il suffit de décider, monsieur Jean-Jacques Zé, que dès la rentrée prochaine, à partir de l'année prochaine, les enfants qui s'inscrivent à la maternelle et à la CIL apprennent au même moment le français et l'anglais. 25 ans plus tard, vous avez une génération complètement bilingue qui au lycée fait les maths le matin en anglais, la biochimie le soir en français, enfin la chimie. Je ne suis pas sûr qu'on fasse la biochimie au lycée. Donc, ça c'est donc des mesures structurelles. La forme, là j'ai abordé donc la forme de l'État, madame. C'est-à-dire que nous disons il faut enlever les 10 régions actuelles, transformer les départements en régions, agglomérer les départements voisins qui sont historiquement, anthropologiquement, sociologiquement affinitaires. Et puis vous avez des régions communautaires autonomes qui balaient la question linguistique. Vous mettez en place une politique d'intégration nationale, vous autonomisez les régions et c'est fini. D'accord. Mais ça prend évidemment
un certain temps. Alors, on va entrer dans le temps additionnel de notre programme. On va accompagner Nadège avec d'autres messages des internautes. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Je me suis vraiment trompé sur Cabral Libi. À partir d'aujourd'hui, je suis avec vous. Vous méritez diriger ce pays. Mais que dites-vous par rapport à la monnaie franc du côté de Kolofata, très rapidement, sur la monnaie? Faut-il rester... Alors, le projet que nous avons, Oui. le projet d'industrialisation et le projet économique que nous avons, et nous abordons cela au 4e chapitre de cet ouvrage. Pour ceux qui nous regardent à l'étranger, ils peuvent le trouver sur Amazon sans publicité. Nous disons qu'on ne peut ne pas aller à la souveraineté monétaire. C'est indispensable. Notre souhait à nous, c'est d'y aller collectivement, avec les autres pays de la zone franc. Mais si on n'y arrive pas avec les autres collectivement, nous serons bien obligés de nous détacher des autres et de sortir donc de l'UMAC, non pas de la CEMAC. Parce que monétaire. nous, on croit à la sous-région. Oui. Nous croyons que c'est un marché. Si nous avons une politique d'industrialisation, ben, il nous faut un marché. Et un marché intégré. Mais il faut savoir que dans la CEMAC, il y a ce qu'on appelle l'UMAC, l'Union monétaire de l'Afrique centrale. C'est en fait l'UMAC qui gère, qui possède, qui contrôle notre politique monétaire. Et nous, la solution que nous avons, qui est aussi toute simple, on va me dire à chaque fois, mais vous dites les choses sont simples, qui est toute simple, c'est la binarisation. La binarisation, un peu comme propose Dieudonné Essomba, mais pas exactement ce que propose Dieudonné Essomba. Mais ce qui se fait, par exemple, pour ceux qui sont déjà allés dans des pays comme la Suisse, des pays comme la Suède. Pour prendre l'exemple suisse, tranquillement. La Suisse n'est pas dans la zone, n'est pas dans l'euro. Si vous allez en Suisse, il y a le franc suisse. Oui. En Suisse. Même si la Suisse est dans l'espace Schengen. Mais la Suisse a le franc suisse. Mais si vous allez en Suisse, vous pouvez y aller avec l'euro. Il n'y a pas de souci. Vous faites même les achats avec l'euro. Mais chaque fois qu'il faudra vous rembourser, on vous rembourse en francs suisses. C'est ça, c'est une forme de binarisation. Donc nous, on peut très bien construire un espace souverain au Cameroun dans lequel circulera le CFA, que ramènerait un Gabonais ou un Guinéen ou un Tchadien et autres, mais qui serait remboursé en monnaie souveraine. Parce que, au-delà des questions simplement d'émancipation ou d'affranchissement colonial ou néocolonial, la monnaie est un outil de développement. La politique monétaire davantage est un outil de développement. Parce que nous devons être à mesure de gérer nous-mêmes notre taux de change. Il faut que nous soyons à mesure de rendre notre monnaie plus forte quand c'est nécessaire, plus faible quand c'est nécessaire, évidemment, en accord avec les autres instruments que nous n'avons pas aujourd'hui. En fait, la plupart de nos États, ils n'ont à leur disposition que l'instrument budgétaire avec les pesanteurs que cela induit, ce d'autant d'ailleurs que nous sommes indexés sur des programmes d'ajustement structurel avec le FMI, mais à une autre occasion, on parlera du FMI, que les gens passent le temps à présenter comme un djunju, qui n'est même pas véritablement un djunju, parce que le FMI, c'est un organe de régulation, c'est un organe de surveillance, mais aussi de conseil assistance. Alors, c'est vous-même qui, lorsque vous allez chercher l'assistance, vous tombez dans les conditionnalités du FMI. Mais si vous n'allez pas chercher l'assistance là-bas, vous n'aurez pas de problème de conditionnalité. Et puis de toute façon, même l'ajustement, contrairement à ce qu'on présente aux gens, l'ajustement ne consiste pas seulement à baisser les dépenses publiques, mais ça peut aussi consister à augmenter les recettes publiques. Et l'un des problèmes du Cameroun, on l'a abordé en début de l'émission, c'est la dispersion de l'argent public qui prend des routes qu'il ne devrait pas prendre. Donc, en effet, sur la monnaie, qu'on arrête d'en faire un fétiche. Il faut avoir une politique. Dès que vous avez pensé une politique économique, vous découvrez la place de la monnaie. Ce n'est pas qu'un débat d'activistes. La monnaie, c'est un instrument de développement. Et nous, dans notre ouvrage, nous disons le processus de gestion de cette monnaie. Et nous vous disons, et je viens de le dire, je me répéterai peut-être, que nous souhaitons sortir parce qu'il faut arriver à la souveraineté monétaire. L'idéal, c'est qu'on y aille ensemble. Mais si on ne peut pas y aller avec les autres, on ira tout seul, mais ça ne nous déconnectera pas les autres. Leur CFA pourra toujours circuler ici. Parlons de aller ensemble. Vous avez pendant l'émission évoqué cette sorte de mastodonte qui est aux affaires depuis une quarantaine d'années aujourd'hui. Et c'est comme ça que je les voyais en 2017-2018. Mastodonte. Mon regard a changé. C'est un peu moins maintenant. Oui, parce que nous-mêmes, on n'est pas moins. D'accord. Et l'opinion semble dire que c'est pour ça que nous sommes persécutés. Semble dire aujourd'hui que pour affronter justement ces mastodontes, il faut que vous soyez organisés
que vous mettiez ensemble, une sorte de coalition ou alliance, l'opposition. Mais on a l'impression que ça ne se fait pas facilement. On ne vous voit pas beaucoup dans ces regroupements-là. Vous êtes cavalier solitaire? Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai toujours parlé de coalition. Pas seulement parler, j'y ai travaillé. Lorsque j'ai été sollicité par le professeur Olivier Billet, pour prendre cet exemple-là, je m'y suis activement investi. Dans l'ATP? Dans l'ATP. Oui. J'allais voir d'autres acteurs politiques. Je me suis même constitué en crédibilisateur, je ne sais pas si le terme existe, de l'ATP. On n'a pas meilleure démonstration de ma volonté de mutualisation. Pour faire simple, nous avons deux options de mutualisation, nous n'avons de cesse de le dire. Je le dis aussi sur votre antenne. Le Cameroun est dans un tel état de déliquescence que soyons honnêtes avec nous-mêmes. Celui qui gagnera l'élection présidentielle en octobre 2025 court le risque de trouver un pays dont il n'imagine même pas véritablement l'ampleur de la déliquescence. C'est un peu ce qui est en train de rattraper aujourd'hui Diomaye Faye et Ousmane Sonko au Sénégal. Ils découvrent des déficits cachés, des dettes cachées, des choses cachées qui handicapent la mise en œuvre de leur vision. Parce qu'il y a des choses qui étaient dissimulées. Si chez eux, c'est d'amplitude 7, chez nous, ça pourrait je être crois que combien? chez nous, c'est amplitude 1000. Et c'est pour cela que, fort de cela, nous avons suggéré qu'il y ait une coalition de transition. Personne n'en mourra. Et vous vous souvenez d'une interview que j'ai donnée sur RFI, où lorsqu'on m'a demandé quel profil vous voyez pour cela, j'avais même donné un nom. Ça nous prend 2 ans, 3 ans. On fait l'audit du pays, on réécrit la constitution, on réécrit le code électoral, on réconcilie les Camerounais, on organise une élection équitable sur la base des projets de société. Ça veut dire que vous imaginez cette transition-là? D'aucuns trouvent que c'est chimérique. Sans être à la tête forcément. Mais la preuve, je vous dis que j'ai dit dans une radio internationale que moi je m'effacerai au profit de cette personne. Que vous ne citez plus. Non, mais je peux la citer puisque les archives sont, c'était Maître Akeremouna. Oui. Je l'avais cité très clairement. Maintenant, si on ne peut pas faire ça, il nous reste l'option sénégalaise. L'option sénégalaise, c'est l'option Diomaye président. Si vous faites une transposition, ça pourrait donner Cabral président ou Jean-Jacques Zé président si vous voulez. Pourquoi pas? Voilà. Et c'est quoi cette option? C'est de construire autour d'une candidature forte, une candidature crédible, une candidature sérieuse, une coalition. Vous savez, l'élection du Sénégal, on n'en parle pas suffisamment, mais j'aime le rappeler. On croit que c'était une affaire entre Diomaye Faye et le candidat du pouvoir. C'était 17 candidats. Et ce n'était pas 17 figurants. Parce qu'on avait là des anciens ministres. Il y avait 3 anciens premiers ministres. N'importe quoi. Oui. 3 anciens premiers ministres, Oui. dont Idrissa Seck et le sortant. Il y avait 2 anciens maires de grandes villes, Dakar et Kaolack. Il y avait un ancien directeur général des douanes. Il y avait 3 professeurs, directeurs de chaire à l'université, professeurs titulaires. Il y avait des hommes d'affaires de haut vol. Il y avait un haut fonctionnaire des Nations Unies, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que la coalition Diomaye président, qui a réuni 118 partis politiques et organisations de la société civile, gagne au premier tour. Tenez-vous tranquille. Ça bat en brèche l'idée selon laquelle, parce que l'élection au Cameroun serait à un seul tour, un candidat ne pourrait pas, lui seul, remporter l'élection à ce seul tour face à d'autres candidats. Il faut aussi, c'est ce que nous appelons l'impuissance apprise. Parce que cette fameuse impuissance apprise, qui implante dans le subconscient des Camerounais qu'ils ne sont rien, qu'ils ne valent rien, ça induit une forme de dépendance permanente vis-à-vis des autres. Mais il faut que les gens apprennent à croire en eux. Même une coalition doit apprendre à croire en elle. Donc nous, on travaille sur ces 2 leviers. Si nous ne sommes pas capables de convaincre les autres de faire une coalition de transition, ben nous travaillerons à une coalition autour d'une candidature forte. Parce que là aussi, c'est un sujet important. Et il faut savoir apprendre du passé. Monsieur Jean-Jacques Zé, il y a un dicton qui dit qu'il faut faire attention lorsque vous mélangez quoi et quoi déjà? Allez-y. Des torchons, je ne sais pas tout. Mais c'est une expression comme ça. Oui. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque vous mettez ensemble... Les torchons et la serpillère. Voilà, c'est ça l'expression. L'expression convenue souvent. Si vous mettez sur le même pied d'égalité
un leader de parti politique qui a travaillé à construire un projet, qui a travaillé à faire du maillage territorial, donc qui peut apporter quelque chose. Et à côté de lui, vous mettez un autre qui n'a travaillé à rien. C'est ce que vous reprochez à l'ATP, par exemple? Non, je ne parle pas d'ATP. Je vous dis juste que pour certains, leur terrain, c'est la télé. Pour nous autres, notre terrain, c'est le vrai terrain. C'est Yokadouma, c'est Ngoro, c'est Galim Tinière, c'est Menganga où on a des élus. C'est Kaikai où on a perdu à 47%. C'est Kribi où on a perdu à 38%. C'est Konyambeta où on nous a arraché la victoire en pleine nuit. C'est ça le terrain. Et moi, je suis fatigué. Parce que, et je fais cet aveu public, et mes militants m'avaient mis en garde pendant longtemps. Et même les anciens de la scène politique gabonaise m'avaient mis en garde. Vous cheminez avec des gens qui n'ont pas travaillé. À un moment ou à un autre, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Parce que nous qui faisons le terrain, par exemple, nous savons que la priorité, c'est la surveillance du vote. Mais pour quelqu'un qui n'a de comité de base nulle part, il ne va jamais penser à la surveillance du vote parce que de toute façon, penser surveillance du vote, c'est penser à la ressource humaine qui va surveiller le vote. Lui, sachant qu'il n'en a nulle part, n'y réfléchira jamais. Et lui, il aura toujours tendance à aller vers des choses qui sont plus aériennes que des choses qui ont, au détriment des choses qui ont une réelle emprise pour l'atteinte des objectifs que nous nous fixons. Mais présenté comme cela, on sent que vous ne pouviez pas rester avec l'ATP, par exemple. Ça ne pouvait pas durer. Vous savez, on apprend tous les jours. Oui. D'abord, on est toujours à l'ATP, on n'en est pas sorti. Pourtant, on a lu un texte d'un membre de l'ATP qui vous traitait. Mais c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ça fait toute la différence. Oui. C'est-à-dire, il y a des membres qui n'ont pour existence que dans la rédaction des pamphlets contre les autres. Mais moi, je n'ai pas le temps d'écrire un pamphlet contre un autre. Parce que le temps, quand j'ai une minute, M. Jacques Zé, je suis sur le terrain, proche des Camerounais, pour apprendre les Camerounais, réfléchir avec des camarades à formuler des solutions pour les Camerounais. Je ne peux pas m'asseoir là. Seuls les oisifs réfléchissent, qu'est-ce que je vais dire à Jean-Jacques Zé, par quelle insulte je vais encore dégommer Jean-Jacques Zé demain matin. Parce qu'il n'a pas d'emprise réelle. Vous voyez, et c'est ça le risque. C'est ça le risque. Et je vous l'avoue, on apprend tous les jours. Et moi, j'ai appris donc à cheminer avec ce genre de personnes. Non, on est là. Et on dit, bon, avançons. Puisque de toute façon, on a désigné des porte-parole de l'ATP. Moi, je suis étonné tout le temps que l'on me demande de parler de l'ATP. L'une des premières résolutions à l'ATP, c'est qu'on a désigné des porte-parole. Mais vous ne figurez pas. Maintenant, ces porte-parole, au lieu de porter la parole du travail, porte la parole de l'invective. Sur la liste des candidats à la candidature de l'ATP, ils sont 8, vous n'y figurez pas. L'un des membres a dit de vous que vous êtes des gens qui arrivaient à l'ATP comme des messies. Vous pensiez qu'on vous déroulait simplement le tapis rouge pour qu'on vous désigne leader de ce côté. Pourtant, ce n'est pas la même démarche qui est faite là-bas. Et du coup, Cabral Libi, Dieu Kamchameni, Nkouvondon sont partis parce qu'ils ont été déçus par l'approche de l'ATP. Vous savez, vous, c'est parce que vous avez la chance d'être journaliste que vous êtes au courant de tout ça. Donc moi, je ne suis même pas au courant de ça. Donc je ne sais même quoi en dire, en fait. D'accord. Alors, il reste quoi dans les chances d'une coalition? L'ATP vole presque en éclat, même si Olivier Billet ne va pas apprécier cette expression-là. Les autres il faut que ce soit bien clair. Oui, parce que demain, je vais lire un pamphlet comme quoi Cabral Libi a dit que l'ATP a volé en éclat. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Que ce soit bien noté que c'est vous qui l'avez dit. Ça ne vient pas de vous. Les autres ont choisi leur candidat, déjà désigné Maurice Kamto. Vous êtes encore dans le sous-marinage. Finalement, qu'est-ce que les Camerounais doivent noter? Est-ce qu'on s'attendra à avoir une coalition forte pour avoir un candidat fort pour aller à cette élection? Moi, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours. Aujourd'hui, même à l'Assemblée nationale, Joshua Oshi et moi-même avons été contactés. On en parlait parce qu'on est assis côte à côte à l'Assemblée nationale et on échangeait à propos des contacts qui ont été, que nous avons reçus d'autres leaders. Nous ne sommes pas habilités à parler d'eux. Mais au moment où nous parlons ici, il y a des figures fortes de l'opposition camerounaise qui sont en train de travailler à leur façon aussi à essayer de construire une coalition. Ils ont déjà recueilli nos avis les uns les autres et ils sont en train de travailler dessus. Donc, moi je vous le dis encore, M. Jean-Jacques Zé, que je vous ai donné les formules qui sont les nôtres au PCRN. Je les ai partagées avec vous. Soit une coalition de transition, soit une coalition autour d'une figure forte. Toutefois, nous restons ouverts à toutes les autres initiatives de coalition qui ont cours. Après tout, l'élection,
c'est en octobre. Et souvent, ces choses-là, elles n'arrivent à aboutissement qu'après de longues, d'âpres et autres négociations. Parfois, c'est même vers la fin. C'est à la dernière minute. Parce que le temps fait aussi son effet. Il y a un certain nombre de choses qui s'ajustent tout simplement. On sait avec le temps qui vaut quoi, qui est quoi, qui mérite quoi, qui peut faire quoi, qui peut jouer quel rôle. Donc moi, je ne désespère absolument pas. Ce que je sais, c'est que c'est une attente forte du peuple camerounais. Chaque jour que moi, je suis dans la rue, je croise des gens qui me disent, s'il vous plaît, mutualiser, mutualiser, mutualiser. Même si je leur réponds, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, qu'attention, il ne faut pas que cette expectative nourrisse l'impuissance apprise. Justement, c'est donnant l'impression que, qu'on a choisi, même si ça n'arrivait pas, parce que ça aussi, ça vient du pouvoir. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, à un moment de l'émission... Qui ferait croire ce pouvoir-là que tant que vous n'êtes pas ensemble, je vous ai dit tout à l'heure, à un moment de l'émission, que le pouvoir a des hommes liges dans l'opposition. Et parfois, c'est même parmi les plus radicaux. Et l'objectif derrière tout cela, vous m'avez posé la question, pourquoi? C'est justement de polariser l'attention sur ces gens qui vont par la suite détruire toutes les initiatives auxquelles ils vont adhérer. Pour donner, pour raconter après, vous voyez, l'opposition n'arrive pas à se réunir. Oui, la vérité c'est que le pouvoir n'a pas intérêt à ce que l'opposition coalise. Donc eux aussi, et c'est de bonne guerre, ils sont proactifs. Ils trouvent des agents fantômes qu'ils mettent dans l'opposition pour que ça n'arrive pas. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de recul, c'est pour ça qu'il faut... c'est pas tout ce qui brille qui est or, c'est pas tout ce qui crie qui est fâché, c'est pas tout ce qui gueule qui est convaincu, ainsi de suite. Il faut beaucoup de recul, beaucoup de prudence, beaucoup de maturité. Et même, j'ai envie de dire, moi j'en suis aujourd'hui, quand je prie Dieu le matin, je lui dis, Seigneur, révèle-moi le vrai visage des gens. Et vous les découvrez tous les jours. Ah oui, parce que humainement, parfois c'est impossible, il n'y a que Dieu qui vous le révèle. D'accord, très rapidement, vous allez être très bref dans les réponses. Très bonne émission, félicitations particulières à vous Jean-Jacques. Merci enfin pour votre professionnalisme. Ah oui, dans vous êtes enfin d'une telle émission. Vous étiez dans le besoin. Emmanuel Ngoué, c'est toujours rassurant, Monsieur le Président. C'est toujours rassurant. Alors, autre question, honorable, là c'est un peu long. Cabral Libi, merci pour votre passage sur Info TV. Quelles sont vos propositions concrètes? On a déjà parlé de cela, mais on prend un aspect, améliorer l'accès, réformer l'éducation pour qu'elle réponde aux besoins du marché de l'emploi. La question de l'éducation revient plusieurs fois. Elle englobe la situation des enseignants aujourd'hui et les réformes que vous pourrez porter à l'éducation pour qu'on ait, dit-il, l'éducation, accès au marché de l'emploi. C'est le contenu des enseignements, c'est l'orientation, c'est la situation de l'enseignant, c'est la condition du livre. Le livre. Le livre. Le livre, c'est fondamental. Le Cameroun a certes ratifié le protocole à la Convention de Florence, mais les intrants du livre, on paye toujours. On les paye toujours. Et du coup, l'industrie du livre ne décolle pas. La question de l'orientation, elle est fondamentale. Quel est le profilage de la ressource humaine dont nous avons besoin demain et après-demain? L'orientation, c'est très important. Il y a déjà eu dans ce pays la les situation états généraux de l'éducation. Ah oui, vous passerez par la même case. Oui, c'était en 1996. Oui. Mais malheureusement, les résolutions des états généraux de l'éducation sont toujours dans les tiroirs. Hélas. L'une des résolutions, par exemple, de ces états généraux, c'était de fusionner les systèmes. Nous sommes quand même toujours aujourd'hui dans un pays où vous entrez dans un lycée bilingue. D'un côté de la cour, on a 3 diplômes et de l'autre, on en a 4. Et la question du probatoire. Ben, c'est ce dont je vous parle. Oui. Et on est en 2025, bon Dieu. Et il y a la question de l'enseignant. La question de l'enseignant, qui est fondamentale. Nous le disons très bien dans ce livre. C'est ça la clé. Il faut changer le statut de l'enseignant, lui donner une rémunération conséquente. En fait, j'ai envie de dire que l'enseignant doit être notre bébé. Vous savez comment, on veille sur comment on chouchoute un bébé. Quelles sont ses conditions de travail? Quel est son profil de carrière? Le fameux décret de profil adéquation qui a été signé par Joseph Ounapé à son âme lorsqu'il était Minéduc n'est jamais respecté. Et il y a là des parachutages qui font que ça altère même la motivation des jeunes enseignants. Mais le plus important, c'est de décoloniser le système éducatif camerounais. Il faut le décoloniser parce que malheureusement, on est encore, M. Jean-Jacques Zé, dans un pays où lorsque, dans une famille, on apprend qu'un élève, qu'un enfant dans une famille, parce qu'il était le premier au bac, a une bourse pour le Canada, c'est la fête. Donc on en est encore aujourd'hui à fêter le départ de nos cerveaux. C'est-à-dire, vous vous demandez comment un pays comme le Cameroun fait pour que le meilleur du bac
se retrouve l'année d'après, comme je l'ai retrouvé, le premier au bac de tout le Cameroun, d'il y a 2 ans, 3 ans, je l'ai retrouvé au Canada. Comment on fait pour les laisser partir? Parce qu'on est toujours dans l'obsession de l'ailleurs. On est toujours dans l'impuissance apprise. Et notre système éducatif, je vous fais juste une démonstration toute simple. Est-ce que vous savez, M. Jean-Jacques Zé, que lorsque vous avez le bac F4 au Cameroun aujourd'hui, le bac F4, c'est le bac génie civil. C'est le bac génie civil. Oui. Vous arrêtez des études. C'est fini. Ah ben, Il n'y a pas de perspective. Réfléchissez-y. Oui. Vous ne pouvez pas. Pour aller à Polytech, c'est un concours. École des travaux, c'est un concours. École des postes, c'est un concours. Faculté de génie, c'est un concours. Pourtant, lorsque vous avez un bac A4 allemand, vous avez 10 universités d'État qui vous ouvrent les bras ou les portes, ayant chacune une quinzaine de filières. Attention, attention, on a un problème structurel de notre éducation. Je n'ai rien contre les sciences sociales que j'ai moi-même apprises. Mais je dis que lorsqu'on a des besoins d'industrialisation, ben, on pense à des lycées agricoles. On pense à une loi d'orientation agricole. On pense au statut de l'agriculteur. On pense au profilage de la ressource humaine, de l'industrialisation, de l'agriculture, de la transformation. Pour l'heure, nous avons encore un système éducatif, nonobstant le fait que depuis 2009, nous soyons entrés, mais ça c'est des slogans dans le système LMD que l'on a vendu pour essayer de grappiller quelques financements de gauche et de droite. Il faut complètement refondre notre système éducatif, donc le décoloniser. Tout ça est dans cet ouvrage, en fait. Bertrand Kam Azer depuis Figuil, je crois que le président a répondu à votre question. Bravo pour cette belle émission. Le président Cabral Libi sait ce que je pense de lui. Demandez-lui comment l'artiste au Cameroun souffre pour avoir besoin de son intelligence pour sortir l'artiste de la misère. Tony Nobody, président du SINA Mourka. Alors, ça, c'est incroyable. Monsieur Jean-Jacques, vous avez vu encore les artistes manifester avant-hier. Ah oui, mais ça, c'est inadmissible. Oui. C'est inadmissible. Moi, j'ai été choriste. Et pendant cette période-là, nous sommes allés enregistrer un album en studio. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai une maquette. Mais sortez l'album. Eh ben, qui sait? Et c'est là que j'ai vu la souffrance qu'il y avait à poser la voix. C'était des nuits et des nuits. Et là, je parle d'une production musicale. Aujourd'hui que j'écris des livres, je sais ce que c'est qu'écrire un livre. Il n'y a rien de plus cruel que de voir d'abord la falsification d'une œuvre de l'esprit, puis de voir quelqu'un dont l'œuvre est exploitée partout, alors que lui, il ne peut pas en vivre. C'est juste inacceptable. Et tout ça pourquoi? Et nous l'abordons dans le 10e chapitre de cet ouvrage sur le relifting de l'État. C'est parce qu'au ministère compétent, les gens vampirisent la culture, vampirisent l'art. Nous consacrons dans cet ouvrage une 20aine de pages sur notre vision de la culture, sur la construction des espaces de culture, sur la formation des acteurs culturels, sur l'accompagnement des acteurs culturels. Sur ces questions même, Jean-Jacques Zé, est-ce qu'on invente la roue, mon Dieu? Dans tous les pays normaux du monde, la question du droit d'auteur est réglée. Oui. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller au laboratoire. Vous apprenez simplement de ce que font les autres. Vous collectez et vous redistribuez, bon Dieu. Est-ce que c'est si compliqué? Mais c'est une industrie. La culture, c'est une industrie. Absolument. Elle a de la valeur ajoutée parce que lorsqu'on parle, il faut savoir que l'industrie, c'est la transformation, non? Vous savez, lorsqu'on transforme le blé en pain, c'est l'industrie. Lorsque vous transformez une idée en un rythme, vous avez fait de la transformation. C'est ça l'industrie. Et c'est une transformation de masse. Parce que votre album, parce que votre tableau, parce que votre menu gastronomique, parce que votre génie vestimentaire est fait en masse et transforme les comportements des gens. Et ça construit une identité. On parle de culture française, de culture camerounaise. Ça génère, c'est une valeur ajoutée incroyable. D'accord. Il y a des pays dans le monde qui ont un gain en devise par la culture. Et nous, faute de vision, comme d'habitude, on vampirise le peu qu'il y a. C'est juste inadmissible et inacceptable. Donc on va sortir l'émission avec un album photo. On allait fouiller un peu loin dans les archives. Avec le concours de la réalisation, on va rapidement parcourir cet album photo. Est-ce qu'on peut avoir du Cabral Libi il y a de cela quelques années pour répondre justement à ceux qui pensent que Cabral Libi a commencé cette affaire en 2018 Ça, c'est une photo de Bafoussam. Bafoussam. Je reconnais le régional de l'époque, Armand Noutak. D'accord.
qui à un moment est parti à Univers, puis au MRC, je crois depuis un certain temps, il est beaucoup plus dans les affaires de football. Je vois Eric Kennedy Foyette, alors ça c'est un des... Il est vice-président de l'Univers maintenant. Oui, et je crois d'ailleurs qu'en chapeau, ah oui, alors oui, là, oui, ça c'est Eric Kennedy Foyette. Ah, et cette expédition d'ailleurs, je crois qu'elle a une histoire, cette expédition. Je crois qu'il y a quelqu'un qui manque d'ailleurs à la photo, c'est Armand Okol. Parce qu'à l'entrée de Bangante, chez Madame Ketia Kouté, c'est oui. C'est Bangante. C'est Bangante. Ou Bafan en fait, c'est Bangante. Bangante. Le véhicule de Eric Kennedy Foyette, le frein avait lâché. Oui. Vous connaissez la falaise qu'il y a à l'entrée. Oui. Et le frein a lâché et il ne nous a rien dit. On a tous découvert qu'on était en train de rentrer à Bangante vers 2 h du matin comme des fusées. On est resté silencieux dans le véhicule en se disant si on est vivant au bout, on sera... Alors, et pour la petite histoire. Et il y a Denis Ongba, qui est aujourd'hui il est au MINCOM maintenant. Oui, il est au ministère de la Communication. Directeur des observatoires. Directeur de l'observatoire, vous le voyez, il a le chapeau d'Inabel, comme on appelle. Il était de l'expédition. D'accord. Ah oui, alors vous ne l'aviez pas reconnu. Le Foyette nous disait justement que si vous vous souvenez de cette histoire, à l'ouest, il va nous passer un coup de fil après. Est-ce qu'on peut avoir une autre Je photo? crois d'ailleurs qu'il vous a promis quelque chose. Eh bien, il faut On n'est pas encore sur la photo piège. On n'est pas encore ok. sur la photo piège. On y va rapidement à la réalisation pour sortir de cette photo. Ah oui. Et là, ici c'est 2018. C'est 2018 et ça aussi ça a une c'est à histoire. Dakar. C'est à Dakar. Là où est enterré Oui. Je pars des États-Unis, je suis en tournée aux États-Unis et je vais prendre un vol direct Air Sénégal. Et il y a une histoire sur cette photo parce qu'on arrive ce jour-là au cimetière de Yoff. Oui. Et il y a du monde partout. Et nous en sommes étonnés. Et on nous dit, c'est la fête des morts. Et quelqu'un me dit, mais vous avez du génie, vous avez du nez, vous. Vous arrivez ce jour. Oui, Justement. et ce jour, je reçois un coup de fil de Madame Germaine Aïdjo, paix à son âme. Elle n'était pas là à Dakar, c'est sa soeur qui nous a reçus pour nous amener à la tombe du président Aïdjo. Et elle me dit, elle était souffrante à l'époque, elle me dit d'une voix très émue au téléphone, elle me dit, Monsieur Libi, que Dieu vous bénisse, depuis que mon époux est décédé, jamais on a chanté l'hymne pour lui, jamais on a chanté l'hymne devant sa tombe, parce qu'on avait chanté l'hymne sur sa tombe. Et la fin de l'histoire, c'est que mon père, paix à son âme également, qui est grande gueule, qui a été fait prisonnier plusieurs fois parce qu'il était un peu comme moi, je crois que j'étais ça de lui, le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Quand je reviens, il me dit, mais Cabral, toi aussi. Aïdjo, il était dur, hein? Il ne m'a pas toujours bien traité. Et je lui dis, eh bien, écoute papa, chacun son histoire. D'accord. Chacun son histoire. Et c'est depuis ce temps, en fait, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'aller au PCRN, ça beaucoup de gens ne le savent pas. Depuis ce temps-là, je suis habité par au fond de moi, par la philosophie de la réconciliation. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre dans cet ouvrage sur la réconciliation. J'ai toujours pensé qu'il faut réconcilier les gens. Et qu'il faut garder le meilleur des gens. D'accord. Et j'ai réussi à le convaincre. D'ailleurs, juste à sa mort, il me demandait souvent, oui, mais tu ne repars plus à Dakar. J'ai dit, oui, Alors, très rapidement, quelques photos, on n'a plus que 2 minutes. Et j'en profite pour dire ce que j'avais promis ce jour, D'accord. devant cette tombe. On va très Je rapidement. crois que l'une des choses, si je suis élu président de la C'est République, le rapatriement des... ben absolument, des restes absolument. d'un Et ce que modèle. je dis pour le président Aïdjo, si j'ai l'occasion de le dire un jour du président Biya, je le dirai. Vous savez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Lorsque Dieu a fait grâce à un homme d'être président d'un pays, vous pouvez toujours penser et dire ce que vous voulez. Ben, il a été président de ce pays-là et il a droit éternellement à la respectabilité due au magistère qu'il aura exercé. Alors, on va aller rapidement avec la suite de l'album. La réaction va nous le permettre de prendre encore 2 photos. On peut dire 1 ou 2 mots là-dessus. Nadège. Ah ouais. Alors, ben ça, mes contempteurs utilisent constamment cette photo pour Je se sais payer. pas qui a D'abord, mangé. je sais pas où Je vous sais l'avez pas qui a trouvé. mangé avant ou Je après, crois mais que là, cette photo, là, nous elle a vous-même- été faite par M. Abdourahmane Mokhtar, qui est mon directeur de cabinet aujourd'hui. Et là, on doit être à Garoua, je crois. À Maroua. Oui.
C'est une histoire de Cambolais. On n'aura pas le temps de l'histoire. Non, mais on ne connaît ni cet âne, évidemment, ni celui qui a l'âne. On était dans le véhicule, on a vu quelqu'un passer avec un âne. On a garé le véhicule sur le bas-côté et on lui a dit de nous donner son âne. Eh bien, il nous l'a donné volontiers. Il a dit, faites-en ce que vous voulez. Et il a failli m'a jeté au sol, hein, ce jour-là. Tout le monde avait besoin d'aller un peu au restaurant si on fait cette photo. Une autre rapidement, il y a le président Cabral, là, non, on va passer dans un collège ou un lycée. Ah oui, ça c'est M. Moukassa. Il était du PCA. Responsable du PCRN en Hongrie. Il y est toujours. En Autriche. Oui, très bien, on y va. Non, il n'occupe plus cette fonction, mais il est toujours du PCRN. Très bien. Voilà, c'est la question qui nous vaut 50 000 si vous nous dites quand elle a été faite, cette photo. Cette photo doit avoir été faite à Galim. Dans les Bamboutos. On était chez Olson Bao. Je crois. Et on est allé visiter un marché dans les Bamboutos en tout cas. Est-ce que c'est Galim? Est-ce que c'est une ville à côté de Galim? Je n'en sais rien. Mais c'est dans les Bamboutos. Et notre camarade de l'époque qui était candidat aux législatives dans les Bamboutos, Olson Bao, comme on l'appelle, c'est son pseudo. C'est compliqué. Oui, monsieur Atimbo. Ne faites pas perdre 50 000, s'il vous plaît. Non, mais je crois. Et cette dame qui m'embrasse si chaleureusement a été très contente de me voir. Bon, je peux peut-être me tromper, mais je crois que c'est ça, c'est le Bamboutos. Dans les Bamboutos. On vous dit merci, Président, d'être venu. Non, mais tu as gagné les 50 000. Non, j'attends la réponse. Je suis en train de monitorer, là. Il faut qu'il réagisse rapidement pour savoir si on a 50 000, Nadège, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Dans tous les cas, on vous dit merci, Président. On vous a retenu un peu plus longtemps, alors que vous devez prendre la route. Écoutez, j'espère que vos toi. téléspectateurs ne l'ont pas regretté non plus. J'ai parfois une fâcheuse tendance. J'essaye de me discipliner. Vous avez été très discipliné. À être trop parler des fois. J'espère que j'ai réussi à m'auto-réguler. C'était à vous la parole. Et je crois que l'objectif est atteint. L'objectif est fondamentalement atteint. On vous dit merci. Merci à tous ceux qui ont participé à la production de ce programme, les réalisateurs et autres qui sont là-dessus. On vous dit merci. N'oubliez pas la rediffusion demain, 7 h du matin. Vous avez l'intégralité du programme. Dimanche, 7 h du matin également. Et puis lundi à 12h30 pour retrouver le président Cabral Libi qui a eu la parole suffisamment. On vous dit merci. Rendez-vous à la prochaine édition avec un autre invité. Très bonne soirée.